monsieur, bonjour. Vous êtes sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique. Face à l'Afrique reçoit aujourd'hui l'écrivain Jean Blaison. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur Kara. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc aujourd'hui, vous êtes ici parce que vous êtes écrivain originaire de la Côte d'Ivoire. Vous avez écrit beaucoup de bouquins dont l'histoire de l'homme noir dans la vérité, 3500 à 332 ans avant Jésus-Christ. Oui. Donc vous allez faire la dédicace le 16 mai prochain. Oui. Ensuite, vous avez écrit d'autres livres, Le génocide inavoué en Côte d'Ivoire, donc de 2002 à 2012, et Le squatteur du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Donc voilà certains de vos écrits. Il y a d'ailleurs un autre qui doit apparaître, qui n'est pas encore apparu, mais nous avons quand même un exemplaire sur le plateau que l'on va parler à la fin de l'émission. Alors, donc, monsieur Blaison, vous êtes donc écrivain, vous êtes déjà passé sur l'autre plateau, et vous avez écrit beaucoup de bouquins, mais qu'est-ce qui vous motive à l'écriture? Je vous remercie, monsieur Kara, de m'avoir donner cette opportunité d'être avec vous aujourd'hui sur votre plateau. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse ce plateau que j'ai toujours béni d'ailleurs. À Belleville, lorsque j'étais le premier orateur sur cette antenne, le premier africain, le tout premier africain invité sur ce plateau, à Belleville. À Belleville. Et je suis d'abord très heureux que cette émission fonctionne en plein. Et je vois qu'il n'y a que du monde. Et je félicite aussi son directeur, Hamza, qui est un grand homme, qui me connaît très bien et que je pense à rencontrer bientôt si le 16e bouquin qui va être à Paris, je prendrai un rendez-vous pour venir le voir, pour que lui et moi, on discute un peu sur l'histoire de l'Afrique. Qu'est-ce qui me pousse d'écrire? Ce qui me pousse, moi-même, je ne sais pas. Parce que je n'ai pas été à l'école. Je ne sais pas ce que c'est l'école. Quelqu'un qui a fait disons, 4 classes de l'école primaire et après les travaux forcés et puis les maintentions avec tous les autant colonial dans nos pays d'Afrique, Abidjan, surtout la Côte d'Ivoire. Cela m'a permis, je voudrais connaître, parler bien le français, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, je n'arrive pas à parler bien le français. Vous n'arrivez pas à parler comme vous le souhaitez, mais vous parlez très bien le français. Je n'arrive pas, mais je voudrais aussi laisser mon histoire. Et comme je l'ai écrit dans le bouquin qui va apparaître dans un mois et demi, l'histoire d'un enfant de 13 ans à 90 ans. Tout ce que j'ai fait, c'est ce que je rencontre. Donc dans ce bouquin, vous parlez de vous-même. Je parle de moi, c'est mon parcours. Et il a trois tomes, mais là, il y a 2 tomes dans ce livre, c'est-à-dire première partie et deuxième partie. Et comment j'ai fait pour traverser des océans, parce que mon histoire était un peu, je ne dirais pas chaotique, mais quand même, c'était difficile. C'est une histoire où l'Afrique est en feu et en sang. Et celui qui a vu ça, s'il n'a pas laissé quelque chose sur la terre des hommes, c'est qu'il n'a rien fait. Donc, l'écriture, pour moi, ce n'est pas moi qui écris, mais je dirais que c'est l'esprit qui écrit pour moi. Parce que mon premier livre que j'appelle Conversation de la paix entre deux terres, qui est sorti en 1980,
quand je me couche, j'arrive à la maison, je vois les écritures sur le plafond qui passent et je les note. Mais comme je suis trop lent, j'ai pu recueillir un tout petit truc, mais qui m'a fait plaisir parce que avec ça, sur ces bouquins, j'ai été invité par le président Reagan aux États-Unis. Malheureusement, je ne suis pas parti. Et ce qui me pousse à écrire, c'est la résistance de ceux qui se disent civilisés sur nous, sur les Noirs. Vous êtes un grand défenseur de l'Afrique hein, et également des Noirs. Mais est-ce que cela n'est pas venu de votre jeunesse, parce que vous avez parlé ici des travaux forcés? Eh bien, oui, ça peut, mais je vois, ce n'est pas seulement que la Côte d'Ivoire, j'ai vu le Mali, j'ai marché avec les gens, mes amis qui ont fait des travaux forcés, tels que Diallo Adietou, qui est d'origine malienne, mais qui réside au Sénégal, qu'on s'est coopéré par son âme. Malheureusement, il n'est pas là aujourd'hui. Il est décédé. Et il est décédé. Et ces derniers, bon, et lui, il n'a jamais été à l'école, il a fait l'école coranique. Et on était vraiment liés. Et souvent, on en parle comment nous avons souffert. Et j'ai vu aussi la souffrance des premiers présidents de mon pays qui a voulu défendre les Africains au Houphouët-Boigny. Félix Houphouët-Boigny. Oui, c'est Houphouët-Boigny. Au départ, avant de tourner sa veste pour devenir l'homme de France-Afrique, ben, c'est un bonhomme qu'on a voulu assassiner à plusieurs reprises à ce moment-là. En 1950, au mois de février, janvier, le gouverneur Pichou demandait 10 000 personnes par semaine pour leur couper la tête en Côte d'Ivoire. Donc, vu tout ça là, quand je me regarde, je dis, bon, il faut qu'on laisse quelque chose quand même aux autres avant de partir. Et il faut chercher aussi pour savoir le pourquoi on est piétiné par d'autres personnes, étant donné après les fouilles, les recherches qui ont été faites, il se trouvait que, on dit, c'est en Afrique, c'est le berceau de l'humanité. Donc, c'est les Africains qui étaient les patrons de tout le monde. Étant donné nous faisons nos commerces avec l'Inde, on ne connaissait pas l'Europe. L'Inde et l'Asie, ce sont eux-là qui font commerce. Après, dans les années 2004, avant Jésus-Christ, on a été envahi par les Européens, comme nous sommes venus ici aujourd'hui. Hein? Ils sont venus apprendre, tels que les Pythagore, de Platon, et d'autres que j'ai beaucoup cités dans ce petit livre. Le titre évocateur, l'histoire de l'homme noir dans la vérité. Oui. Mais pourquoi l'homme noir dans la vérité? Pourquoi dans la vérité? Parce que l'homme noir même, il a été manipulé. Et il ne savait pas qu'il était supérieur. Qu'il était supérieur. Parce que c'est lui qui avait les écritures. C'est lui qui avait les mathématiques. C'est lui qui avait la philosophie. C'est lui qui pensait. Les Blancs disent que le père de la philosophie, c'est Socrate. Mais Socrate a fait 10 ans en Afrique. Pythagore a fait 22 ans pour apprendre la philosophie. Ah oui. Hein? Pythagore a fait 22 ans. Donc la philosophie, c'est l'Afrique est le berceau de la philosophie. L'Afrique est le berceau de l'écriture. C'est l'Afrique qui a inventé l'écriture. Ce n'est pas les Blancs.
c'est l'Afrique qui a inventé les mathématiques. C'est l'Afrique qui a inventé la philosophie. D'où vient l'arbre à palabre, sous l'arbre à palabre. C'est là est venue la philosophie en Afrique. Ça n'est pas venu en Europe. Et lorsque, parce que c'est par la manipulation qui est arrivée, et cette manipulation est venue d'où? Il ne faut pas oublier une chose que nous devons comprendre. En 1250, Moïse, c'est un noir. Le prophète Moïse, c'est un noir. Même, comment il s'appelle? Abraham, qui est né à Our. Il est né à Our. Son village s'appelle Our. C'est un noir. C'est pas un blanc. Et Moïse, lorsque Moïse, tous les prophètes qui étaient là, lorsque Moïse est arrivé pour libérer le peuple hébreu, qui sont aussi noirs, qui ne sont pas blancs, d'abord, et qui ont été esclavagés par les Noirs de l'Égypte, le pharaon, Ramsès, parce que Ramsès I les a accueillis, parce que les fils, Joseph, il était gouverneur en Égypte. C'est Joseph qui était gouverneur en Égypte. Et il a fait venir ses parents qui sont restés en Égypte. Mais la mort de Pharaon, le premier Pharaon qui a engendré Ramsès, et la mort de Joseph, ça a causé des problèmes à ces Noirs hébreux qui sont restés là et qu'on a pris pour faire esclaves. Et là, il faut quelqu'un pour les libérer, pour repartir à la terre promise. Mais pendant 40 ans, ou 400 ans, je ne sais pas plus, ils étaient là, ils travaillaient, on les battait comme on nous battait au moment des travaux forcés. Et que s'est-il passé? Lorsque Moïse est venu, il a commencé la guerre avec Pharaon en 1250, avant Jésus-Christ. Mais ce que Pharaon ne savait pas, c'est qu'il pensait combattre, Moïse. Or, Pharaon combattait Dieu. Et pendant 10 ans, parce qu'il y a eu 10 plaies, dit que nous prions, que vous appelez Allah, peut-être, il est tellement patient. Donc, les 10 plaies font 10 ans. Et c'est en 1234 que Moïse a pris, qu'il a pu recevoir son peuple pour sortir. Mais avant de sortir, Dieu a dit quoi? Dans ce livre, je ne sais pas quelle page, j'ai marqué Genèse. Il y a quelque chose que, si permettez-moi, il y a quelque chose qui est écrit. Page 27. Regardez, où j'ai vu la manipulation. Nous avons Moyen-Orient. Nous avons Proche-Orient. Mais où est l'Orient?
D'accord, l'Orient, le Moyen-Orient et le Proche-Orient. Oui. Il y a l'Orient, Mhm. il y a Proche-Orient, Mhm. il y a Moyen-Orient. Moyen-Orient, oui. Mais ici, il y a la carte. J'ai une carte. Mhm. Ici, c'est marqué Proche-Orient Mhm. et Moyen-Orient. Mhm. Mais il n'y a pas l'Orient. L'Orient n'est pas mentionné. L'Orient n'est pas mentionné. Or, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Quelque chose de très extraordinaire. Mhm. C'est ainsi qu'il chassa Adam et il le mit à l'orient du jardin. Mhm. D'accord. Et les chérubins agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Genèse 3, verset 24. Mhm. Ah. Tout le monde est né à l'Orient, Mhm. en Afrique. Mhm. C'est l'Afrique qui est l'Orient. D'accord. Et l'Orient n'existe pas. Pourquoi? Parce que Dieu, après la guerre entre lui et Pharaon, notre savoir Mhm. qui était en nous, il a retiré tout. Mhm. Mais ce n'est pas tout de suite. Il n'a pas enlevé tout de suite comme ça, parce que Dieu est miséricordieux. Après, dans Zacharie, Mhm. il dit, revenez à moi. Si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Mhm. Mais l'Africain n'est pas parti vers Dieu. Ah oui? Non. Il est parti vers qui? Il est parti vers les fétiches. Ah oui. Il est parti vers des idoles. Mhm. Il est parti et À son début. à son début, ouais. Oui. Ok. Et l'Église a commencé maintenant. Mhm. Moi, lorsque j'ai quitté mon pays en 1968, Mhm. il n'y a que l'Église catholique. Il n'y a pas l'Église de Jésus. Oui. Or, l'Église catholique elle était venue pour nous coloniser avant. Mhm. Hein? Mais il faut remarquer quelque chose. Les Africains qui ont fréquenté l'Église catholique avant, Mhm. ils sont tous les grands fonctionnaires Mhm. par rapport à ceux qui vont vers les fétiches. Mhm. Ça, c'est les choses que j'ai vues. C'est les choses que j'ai analysées. Oui. Parce que je suis un chercheur. Exactement. Hein? Donc, Dieu lui il nous dit, dans Zacharie, je crois que c'est la page de Zacharie, chapitre 10, Mhm. verset 20, Zacharie, c'est verset 10, il dit, revenez à moi. Mhm. Si vous revenez à moi, je reviendrai vers vous. Mhm. Pourquoi nous avons aujourd'hui le tourbillon qui tourne? Parce que les Africains commencent à aller vers Dieu. Dans chaque pays d'Afrique, il y a des chrétiens. Mhm. On chante les louanges de Dieu. Hein? Les musulmans sont devenus corrects, Mhm. même s'ils font encore sacrifice des hommes. Mhm. C'est pas grave. Mais c'est quand même, ça c'est leur problème, Mhm. parce que, arrivé à un certain moment, ils vont payer le prix. Mhm. Parce que l'islam n'est pas fait pour faire des sacrifices humains. Mhm. Non. Islam, c'est une mission que le prophète a eue pour mettre tout le monde. Moi, j'ai été élevé par les gens. Mhm. Pourquoi je parle bambara? Mhm. C'est ma deuxième langue. Mhm. Parce que j'ai grandi là, j'ai mangé là, dans leurs mains. Chez les musulmans. C'est les musulmans. Mhm. Donc, chez les musulmans, on ne fait pas du mal. Non. Et aujourd'hui, c'est ceux qui vont vers les fétiches, vers les trucs, ce sont eux qui font du mal. Mhm. Donc, on avance. Donc, et vous avez écrit aussi le
le génocide inavoué, Oui. 2002-2012. Donc ça, c'était la guerre civile qui a sévi votre pays. Il n'y a pas eu la guerre civile en Côte d'Ivoire. Quelqu'un qui vous dit qu'il y a eu la guerre civile en Côte d'Ivoire, il ment. La France a provoqué une guerre d'installation de son gouverneur, de son poulain. de son poulain. Et la France, avant de provoquer cette guerre, au mois de novembre 2004, la France est partie d'abord bombarder son camp militaire à Bouaké, pour qu'il porte le chapeau, son propre camp. En ce moment, Chirac était président. La France a bombardé son camp pour pouvoir accuser le régime de Laurent Gbagbo. Pour pouvoir accuser le régime de Laurent Gbagbo. Et il a tué 9 personnes. Dans les 9 personnes, il y a un journaliste américain. Et les Blancs qu'ils ont envoyés, on dit quoi, biorusses. Les Biélorusses. Oui, ce sont eux qui ont pris les avions du camp militaire pour aller faire ce coup. On ne les a jamais jugés. On les a arrêtés au Togo. Après, on les a libérés. On n'a rien compris. Et lorsqu'ils ont fait ça, devant l'Hôtel Ivoire, dans la même année, qu'est-ce qui s'est passé? Les Ivoiriens, ils demandaient que le président soit là. Le président a été élu. Quand on parle de la démocratie, c'est le président qui a été élu démocratiquement en Côte d'Ivoire. Il est le seul président qui a été élu. Laurent Gbagbo. Il n'y a pas eu un autre. Bédié a remplacé au fouet, c'est tout. Et les Ivoiriens, on a accepté parce que c'est la loi. Hein? Mais Laurent Gbagbo, c'est lui que le peuple a voté. Oui, mais ils ont dit en 2010, quand il y a eu des élections, et avec Gbagbo face à Ouattara, donc Bédié a apporté son soutien à Ouattara et ils ont gagné ensemble. Ils ont battu Gbagbo. Je vais vous dire une autre chose. Les journalistes français disent les choses comme ils veulent. Gbagbo a gagné cette élection. Ah ouais? Il a gagné ça haut les mains. Même la France même vient de le dire maintenant. C'est maintenant qu'on en parle. Mais comme ils ne veulent pas, parce que Laurent Gbagbo, il ne vient pas en vacances en France. Il n'a jamais venu en vacances en France. Mais ça a été révélé qu'il avait donné de l'argent à Jacques Chirac. Ça, oui, il a donné l'argent. Parce que Jacques Chirac a besoin d'argent pour sa campagne. Donc, on l'a obligé d'abord pour donner l'argent. Donc, il avait peur de Chirac. On a peur, c'est pas qu'il a peur de Chirac, mais il a peur que son pays soit déstabilisé. Donc, il a acheté la paix. Il a acheté la paix, mais il n'a pas eu. Il n'a pas eu la paix jusqu'à aujourd'hui. Hein? Mais c'est pas qu'il a peur à quelqu'un pour dire que bon, si je fais ça et puis ça va faire ça. Non. Il a peur, il ne veut pas verser du sang de son peuple. Mais la France est venue bombarder des Ivoiriens. Et avant de bombarder d'abord sa maison, la maison présidentielle de la Côte d'Ivoire, c'est comme on vient ici en France et puis on bombarde l'Élysée. Hein? Donc on a bombardé la résidence de Laurent Gbagbo. Du pays, de la nation. Ce n'est pas pour Laurent Gbagbo. C'est pour le pays. C'est au fait qu'il a construit. Gbagbo n'a jamais construit une maison. Il a construit sa maison à Mama. C'est une maison de l'État où il habite. Hein? Mais la France est venue, c'est comme si on vient ici et puis on bombarde l'Élysée. Hein? Et ça,
c'est quelque chose qui est resté dans la gorge de tous les Ivoiriens jusqu'à aujourd'hui. Et on a encore, dans cette manipulation, et il y a beaucoup de choses qui se passent, qu'on regarde, mais pour le moment... Donc, selon vous, cette guerre, donc tu as noté le grand titre « Génocide inavoué », oui, le massacre de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2012. Donc selon vous, c'était un génocide? C'est un génocide du moment qu'en une seule journée, on a tué 1000 personnes dans une ville et on les a brûlés. Hein? Et dans ce livre, dans ma région, je suis de la région Ouest, Oui. où il y a eu beaucoup de tueries. Dans cette région, il y a eu 52 000 corps qu'on a comptés comme ça par terre. 52 000 corps. Sans compter. Pendant cette guerre. Pendant cette guerre. Sans compter ceux qui sont tout est dedans. Tout a été écrit, noir sur blanc, dans ce livre. Village par village, préfecture par préfecture, sous-préfecture par sous-préfecture. Tout est écrit. De Fakobli jusqu'à tous les plaies, c'est-à-dire les villes qui commencent à la frontière de Séguéla, qu'on appelle Fakobli, et qui va jusqu'à la frontière de Libéria, qu'on appelle tout le plaies. Donc, toutes ces villes-là, ils sont dans ce livre, et avec les morts. Et ça sera sur la table, peut-être si je n'arrive pas à une dizaine, mais j'aurai quelques exemplaires qui seront là aussi. Comment dirais-je, squatter. Donc, voilà, on passe à l'autre livre, Le squatteur du Golf Hotel et les 5 coups d'État. Ouais. Donc là, vous parlez directement du président Ouattara. Mais pourquoi vous le considérez comme un squatteur? Parce qu'il y a eu 2 présidents à cette époque-là. Et même aujourd'hui, il y a 2 présidents en Côte d'Ivoire. Ah bon? On ne fait pas attention. Ouais. C'est qui le deuxième président? Laurent Gbagbo est président du peuple. Ah. Et il est président de la Côte d'Ivoire. Ouattara est président, il est gouverneur de la France et de France-Afrique. Ah bon? Il n'est pas président. Ouattara n'est pas président. Ouattara est gouverneur de la France. Parce qu'il prend toutes les décisions. Les décisions, il les prend ici en France. Et aujourd'hui, on a un président pour le peuple ivoirien et on a un président pour la France. On a le gouverneur de la France. Mais on a vu les 15 ans du président Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire s'est quand même considérablement développée. Ah, il y a eu un silence là. Oui, il y a eu un silence parce que on veut me faire porter ce que le blanc même appelle frappe l'œil. On arrive à Abidjan, oh, la Côte d'Ivoire est construite. Voilà. Et quand tu fais 10 km d'Abidjan, il n'y a pas de route. Ah. Ah, qu'est-ce que vous en dites? Ah bon? Il n'y a pas de route. Ah. Et quand tu vas dans les villes, comme les villes qui entourent Abidjan, il n'y a pas de route. Et quand on rentre à l'intérieur même de la ville, je prends Yopougon, je prends Djamé. Ça, c'est les quartiers. Les quartiers, tu prends les grands quartiers d'Abidjan. À l'intérieur de ces quartiers, il n'y a pas de rue. On fait un boulevard qui traverse Abidjan, de tous côtés, ou 4 boulevards, où on fait les routes dans les quartiers où se trouvent les Blancs. Pour dire que là,
Il n'y a que les Blancs qui habitent là. Mais ce n'est pas une construction d'un pays. Ah oui. On construit un pays, on prend. Je vais traverser la frontière. Quand tu vas, ceux qui veulent prendre l'indépendance, qui ont pris leur indépendance au Burkina, à Bamako, au Niger, on les voit jusqu'à dans la forêt. Hein? On voit, comment il s'appelle, Traoré, qui va jusqu'à dans la forêt avec des plantations, avec les routes, avec tout. Ce qu'il fait, il les montre. Mais on nous montre Abidjan, on n'a jamais montré. Plus loin qu'Abidjan. Non, on ne nous a jamais montré, même pas Dabou. On nous montre Abidjan. On n'a jamais montré Sansandra. On n'a jamais montré Man. On n'a jamais montré Korogo. On n'a jamais montré, comment dirais-je, Daloa. Ni à, comment on appelle, chez les Agnis, Nimblekro. On n'a jamais montré. On n'a jamais montré Beoumi. On montre toujours Abidjan. Les glaciers d'Abidjan. Mais les glaciers d'Abidjan, c'est les choses qu'on a déjà plantées. Et après, au fouet, comment il s'appelle, Bédier, a continué dessus. Le pont, c'est le pont que Babou a fait. Mais donc, quel mérite revient au président Alassane Ouattara alors? Si je veux qu'il a le mérite, tous les Ivoiriens doivent être ensemble. Mais il n'a pas fait. Bah, ouais. Il a pris un tiers du peuple pour nous mettre en guerre. Et ce tiers du peuple, aujourd'hui, il est malmené en même temps. Et c'est là aussi où est Sero Guillaume. Où est Sero Guillaume? Où est Bagayogo? Où est Bon Koulibaly? Ils sont morts? Mais bien sûr. Sero Guillaume n'est pas mort, mais il est au Niger. Il était ici, on l'a chassé. Il est parti en Turquie, on l'a chassé. Il est parti dans le pays d'Afrique et il est au Sahel. Oui. Là, il est au Sahel, il est accueilli là-bas. Et il est accueilli au Sahel. Donc, il ne faut pas qu'on dise qu'il y a ça, il y a ça. Bon, un gouvernement, un pays, est-ce qu'ici en France, on ne critique pas un gouvernement? Si. Mais pourquoi en Côte d'Ivoire, on ne le critique pas? Bah, on le critique quand même, non? C'est une démocratie, la Côte d'Ivoire. Non. Justement, quand tu dis un mot, on s'en va, tu dis un mot. Si quelqu'un a entendu, il te signale, et le soir, vous êtes en train de dormir, il y a les engagoulés qui viennent, qui cassent ta maison et qui rentrent, qui te prennent. Ah bon? Qui t'enlèvent? Aujourd'hui, il y a 1000 prisonniers d'opinion en Côte d'Ivoire. 1000. 1000 prisonniers d'opinion. 1000 prisonniers d'opinion. Alors, ces 1000 prisonniers d'opinion, qu'est-ce qu'on fait avec? Parce qu'il ne faut pas parler, il faut dire amen à tout. Mais maintenant, le président Ouattara, il prend de l'âge et on parle de son frère qui va le remplacer. Est-ce qu'à votre avis, ça, c'est des ragots ou ça semble être la vérité? Dans ça, je ne peux pas m'affirmer parce que je n'ai pas de sources vraies. De sources vraies, voilà. Hein? Ce que j'entends, on dit il a désigné son frère ou son fils. Parce que tout le monde sait que c'est son fils, ce n'est pas son frère. Bon. Mais ce n'est pas quelque chose
sur laquelle je vais parler parce que je n'aime pas de fondement. Tu n'as pas de fondement sur ça. Ouais. Donc, et vous avez aussi un livre qui doit sortir un jour et une histoire à cœur ouvert. Oui. Donc, donc ce livre est en cours. Regarde la deuxième, tourne la page. Première page. Première page. La première page, oui. Quelque chose est écrit quelque part. Oui, donc on a une vie déséquilibrée. Ouvre, ouvre. Lis la page qui est longue. Voilà, donc, alors, donc on a dit un jour et une histoire à cœur ouvert. Donc ce roman est le récit de mes mémoires de 13 à 90 ans. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle l'autobiographie. À peu près. Ouais. Donc vous parlez de vous-même. Je parle de moi. Donc je rappelle aux téléspectateurs que vous avez plus de 90 ans aujourd'hui. Vous avez plus exactement quoi, 94 ans 94 ans. 94 ans. Ouais. Vous êtes encore solide, hein, avec toutes vos mémoires, vous écrivez encore. Dieu fait Continuez grâce. encore à écrire. Dieu fait grâce. Oui. Donc, alors, donc, et de votre 13 ans jusqu'à nos jours aujourd'hui, Ouais. eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire ce qu'a fait Jean Blaison? Tout à l'heure, vous m'avez posé la question, pourquoi vous écrivez et vous dites vous n'êtes pas parti à l'école? Qu'est-ce qui vous pousse à écrire? À écrire. Mon père, il ne sait pas lire et écrire aussi, mais il est parti dans l'armée française. Il est parti en 1939. Il est revenu en 1947. C'est là que je l'ai vu. Lorsque mon père partait en 1939, j'étais né déjà. Moi, je suis né en 1932. Il revient, il est parti en 1939. Donc, tu avais 7 ans. J'avais 7 ans. Lui, il est parti d'abord, il est parti faire travaux forcés sur la route en 1939. Et c'est sur la route qu'on l'a réquisitionné Pour aller dans l'armée. pour aller en armée. Et on dit qu'il est mort. Parce que pendant 10 ans, après la route, les gens sont venus, on dit on ne voit pas le fils de Yéyé. On ne le voit plus sur la route. Mais on ne sait pas où il est parti. On demande au commandant de cercle, comme on le dit chez nous, on nous dit qu'il est mort. Mes parents, ils disent à mon grand-père qu'il est mort. Bon. Et mon grand-père dit, s'il est mort, je dois voir quand même tous ceux qui meurent sur la route. On voit leurs corps, ou on voit où on les a jetés, ou on voit où on les a enterrés. Et on vient, on les déterre, on les envoie au village. Moi, mon fils est mort, je ne l'ai pas vu, c'est qu'il n'est pas mort. Or, il est parti dans l'armée. Et c'est 10 ans après, il revient, il était caporal-chef. Personne ne le connaît. Même son père. Il ne l'a pas reconnu. Il ne l'a pas reconnu. Parce que mon grand-père et moi, on s'est trouvé dans un village où sa sœur est mariée. On est allé encaisser d'autres. Et là, c'est de là. Après, c'est tellement carabiné. C'est à ce moment-là, il est venu, il n'est pas venu avec, mon père est venu de l'armée, il n'est pas venu avec des habits, avec des biens, il est venu avec les bouquins, des cantines, des livres. Les livres. Et je les ai regardés. Je les ai regardés. Je les ai regardés. Et Monsieur Karasoli, ce qui sort de la bouche d'un homme,
c'est écrit. Et j'ai dit à mon père, un jour je vais écrire. Il dit, mais toi tu fais travaux forcés là, comment tu vas écrire? J'ai dit, je ne sais pas, mais je vais écrire. Je vais écrire. Vous voyez, et cette parole, les gens se moquaient de moi au village. Jusqu'à, même j'étais à l'école primaire, les gens se moquaient toujours de moi. Je n'ai pas pu continuer, on se moquait de moi. On dit, mais tu dis, tu vas écrire. Mais l'école là même, c'est pas arrivé quelque part. Voilà, tu n'es pas allé loin. Tu n'as pas été loin. Mais tu vas écrire comment? J'ai dit, je ne sais pas. Et à Abidjan déjà, j'ai commencé à faire des fondements de l'écriture. J'ai écrit, j'ai déchiré, parce que je faisais les cours par correspondance. Et partant de là, lorsque j'ai sorti mon premier livre, qui a été écrit par l'Esprit de Dieu, Conversation de la paix entre deux terres, ma tête est ouverte. J'ai commencé à avoir des idées. C'est là que j'ai commencé à écrire sur l'Afrique. J'ai écrit beaucoup sur l'Afrique. J'ai le deuxième tome qui va sortir, qui est à Abidjan. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous étiez jeune, le village qui vous a vu naître aujourd'hui, ce village a considérablement changé? Vous pensez que ça reste encore un village ou c'est devenu une ville, une commune? Non, non, c'est un village. Ce n'est pas changé. On a des champs comme l'habitude. Seulement, on l'a joint à un autre village. Mais c'est comme il était avant. C'est comme il était avant. La seule chose qui a changé, c'est qu'ils ont changé la construction. Ils ont mis les bâtiments au lieu des maisons en paille. Ils ont mis les bâtiments avec les tôles et les briques en ciment. C'est tout. Est-ce que si vous comparez votre jeunesse à la jeunesse actuelle des jeunes de ce village, mais il y a une très grande différence. Ouais. Parce que moi, ma jeunesse, elle était chaotique avec les travaux forcés. Mais je vivais bien. Oui. Il n'y a pas de drogue. Il n'y a rien. Moi, j'y vais chez ma grand-mère, j'y vais chez mon tonton, j'y vais chez mon cousin. Hein? Si je fais quelque chose, mon cousin peut me taper pour me corriger. Mais aujourd'hui, la jeunesse actuelle, elle est sur une dérive. La jeunesse actuelle en Afrique, tout entière même, elle est complètement dans les dérives. Parce qu'il n'y a pas de correction. Avec la démocratie qui n'est pas démocratie, parce que cette démocratie, c'est pour nous enlever totalement ce que nous possédons, notre culture africaine, qui est une culture généreuse. Moi, lorsque je faisais les cours primaires, mon patron, mon tuteur, si je fais quelque chose qui ne va pas, il me corrigeait. Oui, mais maintenant, maintenant, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas taper l'enfant de quelqu'un. Voilà. Alors, donc, la régie nous signale qu'on arrive à la fin, M. Blaiseau. Donc, il y a un événement le 16 mai. Voilà. Alors, donc, quelle annonce faites-vous aux téléspectateurs pour le 16 mai? Le 16 mai, c'est ce livre que j'ai dédicacé. L'histoire de l'homme noir dans la vérité. 3500 à 332 ans avant Jésus-Christ. Ce livre raconte d'abord l'histoire de nos pharaons, parce qu'on en a. Il raconte aussi des mensonges, les trucs qui ont été complètement voilés et que je n'ai pas eu le temps de faire tout, mais ce petit livre met en éveil
tout ce qui se passe en Afrique aujourd'hui. Donc, j'invite, ça nous dit aussi que Dieu que nous prions, il est vivant, il existe. Il existe bel et bien. Ne dis pas que, ouais, nous avons nos coutumes, c'est nous qui nous étions d'abord des prophètes. Nous étions des pharaons, nous étions des prophètes, nous étions des pasteurs. Et aujourd'hui, on nous a enlevé tout cela. Mais tout cela, ça revient. Vers la fin de ce 21e siècle, tout cela, ça revient au fur et à mesure, petit à petit. Et bientôt, l'Afrique sera libre, totalement. Je vous remercie. Très bien, merci. Belle conclusion, monsieur le doyen Jean Blaison. Donc, vous allez rencontrer le 16 mai prochain à la journée du livre africain, la JILA, Journée internationale du livre africain, à la cité universitaire. Donc, si vous voulez rencontrer le doyen Jean Blaison avec ses nombreux livres qui sont extrêmement intéressants les uns comme les autres, et donc vous allez le rencontrer le 16 mai prochain à cette journée internationale du livre. Donc, vous avez ce livre, Le squatter du Golf Hotel et les 5 coups d'État, que vous allez voir donc, ce jour. Il a parlé de la Côte d'Ivoire, du président Alassane Ouattara. Et cet autre livre, Le génocide inavoué, le massacre de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2012, donc là où le moment où il y a donc, la guerre civile en Côte d'Ivoire, où il y a eu énormément de morts. Donc, si vous voulez apprendre beaucoup de choses sur la Côte d'Ivoire, sur l'homme noir, donc il faut venir à ce rendez-vous du 16 mai. Je vais ajouter que je viendrai avec plusieurs livres. Il y a des travaux forcés, il y a le livre, comment dirais-je, le faux coup qui a mis Laurent Gbagbo en prison. C'est la honte de la CPI. J'ai ces livres, j'ai le livre des travaux forcés, et j'en ai beaucoup de livres qui vont venir avec moi, mais c'est ces livres qui vont être dédicacés. Voilà, mais ceux qui viendront acheter ces livres, ils seront tous dédicacés en même temps. En même temps, par la plume de Jean Blaison, voilà. Donc 94 ans, et aujourd'hui, donc écrivain qui a écrit énormément de bouquins. Et d'ailleurs, celui-là, il est en cours, donc qui va apparaître un jour, et une histoire à cœur ouvert, où il a parlé de lui-même, de son autobiographie. Alors, je vous remercie les téléspectateurs d'avoir suivi cette émission. Je remercie la régie avec Nadim et Samuel. Je remercie le PDG de la chaîne, M. Hamza Taj. Je remercie vous, les téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Je vous donne rendez-vous à très bientôt sur Afrique 1 dans l'émission Face à l'Afrique.